qu'est-ce qui manquerait dans le paysage ludique selon vous? Question piège. Je pense que... La confrérie du temps. Ils ont détruit l'histoire, à vous de la réparer. Bonjour, moi c'est Mathieu de Ludiconcept. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Et si la France disparaissait? Et si elle n'avait jamais existé? Et si vous étiez les seuls à pouvoir empêcher ça? Bienvenue dans la confrérie du temps, un jeu dont vous êtes le héros à mi-chemin entre le roman interactif, l'escape game et le jeu de société. L'Ordre des Alignés, une organisation secrète, manipule le temps pour transformer l'histoire à son avantage. Leur but, prendre le contrôle du présent. Votre mission, rétablir le cours de l'histoire en résolvant les dystopies que les Alignés s'efforcent de créer. Pour cela, vous serez aidé par Albert Robida, un célèbre inventeur génial, et sa Temporalis Machina. La ville de Compiègne est votre terrain de jeu, vous pourrez l'explorer librement, mais également rencontrer des figures historiques comme par exemple Jeanne d'Arc ou encore Napoléon et bien d'autres personnages dans les 4 époques à visiter que vous propose le jeu. Mais gare aux alignés, car dans l'ombre ils tirent les ficelles et ils vont vous faire subir de la menace temporelle. Pendant la partie, vous trouverez des objets que vous placerez dans votre sac à dos, ils vous aideront dans votre aventure. Vous trouverez également des indices qui vous aideront à résoudre les dystopies. Et vous aurez toute une série d'énigmes à résoudre. Quant à la règle du jeu, elle est sous la forme d'un tutoriel pour vous expliquer la règle en même temps que vous jouez. Alors la confrérie du temps, c'est un projet qui est un petit peu particulier pour nous, parce que Ludiconcept, c'est un éditeur indépendant. On est une équipe de 6 auteurs et illustrateurs à avoir travaillé sur le jeu. La majorité sont salariés de Ludiconcept, et le jeu est fabriqué en Espagne, et il est également certifié FSC, qui est un label éco-responsable. Pourquoi? Parce qu'on défend une autre manière de faire du jeu de société, une manière qui soit plus juste pour les créateurs et également plus ambitieuse pour les joueurs. On veut créer des œuvres culturelles, des jeux qui aient un parti pris et qui proposent quelque chose de différent de ce qui existe déjà. Et on espère que vous serez sensible à cette démarche. Vous pouvez acheter le jeu en vente directe sur ludiconcept.fr. Le jeu est à tirage limité puisqu'on a édité seulement 500 boîtes. Vous pourrez également le retrouver à Compiègne puisque la ville de Compiègne est partenaire du jeu. Si vous aimez les énigmes, les histoires qui vous embarquent vraiment et les jeux qui prennent le temps de se vivre, alors la confrérie du temps est faite pour vous. Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Festival des médias ludiques. C'est la première table ronde de la journée et on commence par quelque chose d'apparemment simple qui est comment parle-t-on des jeux de société, ou même on pourrait dire comment parle-t-on des jeux. Avec moi j'ai Thomas qui est donc tu as la chaîne ou un podcast, je sais pas comment tu veux dire, mais qui est le Pioncast. Exactement. Où tu réalises plutôt toi des interviews de personnalités du monde du jeu. Donc tout genre de personnalités, que ce soit des médias, que ce soit des éditeurs, des auteurs, autrices, etc. Et toi tu es Romain, qui est donc, alors là c'est compliqué parce que tu as une multitude de casquettes, mais on va dire que tu as une chaîne Le Miroir des Jeux, tu as aussi un blog, moi je dis ça blog, mais voilà, le Miroir des Jeux, tu as aussi une maison d'édition, Ludogami, c'est ça, qui est la maison d'édition, tu as fait Split Stories, voilà, un jeu avec une autre maison d'édition, je te laisse le micro. N'hésite pas à rajouter aussi quelque chose, quelques cordes à ton arc. C'est un très bon point de départ. Ouais. Pour peut-être démarrer, je vais peut-être demander qu'est-ce qui est le déclencheur pour parler d'un jeu. Qu'est-ce qui a été votre déclencheur à vous pour vous mettre à parler du monde du jeu? Eh bien, écoute, pour moi, ça a été un passage par le master sciences du jeu de l'université Sorbonne Paris-Nord. Et en fait, ça a été une pratique d'écriture construite autour de mon mémoire. Alors, j'écrivais déjà beaucoup avant, j'ai écrit autour du cinéma, etc. Mais là, autour du jeu, le fait de se pencher sur un objet, en l'occurrence, c'était les éco-jeux, les jeux qui parlent d'écologie,
me pencher aussi longtemps et aussi assidûment sur un objet d'étude, ça m'a vraiment passionné et c'est rentré un petit peu dans mes habitudes d'écriture et de vie. Et une fois le mémoire fini, il a fallu remplacer par autre chose et donc voilà, ça a lancé ce mouvement-là. Merci. Moi, je sais pas trop qu'est-ce qui m'a déclenché l'envie. Je pense qu'on est tous passionnés et joueurs en fait de base. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant de voir toute la conception et tous les efforts mis, que ce soit par les auteurs, éditeurs, illustratrices, et toutes les personnes qui s'occupent en fait du monde du jeu et qui font des éditions de plus en plus folles. Et je pense vraiment que c'est en jouant et en découvrant un monde que je ne connaissais pas du tout il y a quasiment 3-4 ans, où je me suis dit mais en fait il faut mettre ça en avant encore plus parce que ça ne l'est pour moi pas assez, et donc mettre en avant les métiers et l'art qu'il y a derrière justement ces boîtes qui sont pour moi vraiment magnifiques. Alors, pour commencer, je pense que je vais appeler ça la posture. Est-ce qu'il y a, selon vous, une différence entre partager son expérience et, son expérience de joueur et parler d'un jeu? Ouais, je pense qu'il y a une différence. On va être complètement, enfin, ça dépend après le contenu qu'on veut faire. Moi, je sais que typiquement, parler d'un jeu avec quelqu'un, on va plus parler de la profession, on va un peu divaguer. Là où quand on parle d'une expérience de joueur à proprement parler, on est plus sur de la review, sur un ressenti, sur des émotions. Et donc pour moi, c'est deux choses qui sont complètement différentes, même si elles se relient un peu entre elles. Mais moi, dans le cadre de vidéos, je pense que ce serait en effet deux formats très différents, de parler d'un jeu avec quelqu'un et de parler d'une expérience de jeu, qui est pour moi du coup complètement différent. Pour moi, je sais pas si je parlerai forcément de posture, mais peut-être plus de l'objectif qu'on cherche à atteindre avec en produisant un discours sur le jeu. Est-ce que cet objectif est de justement partager une émotion? Est-ce qu'il est de relater une nouveauté, une actualité, ou est-ce qu'il est d'analyser, de penser le jeu indépendamment peut-être de sa vie commerciale aussi? Donc c'est un petit peu ça. Je ne saurais pas si je le formulerais comme une posture ou une attitude particulière, mais plutôt une projection, enfin une envie de s'emparer de cet objet avec un angle particulier. Oui, parce que toi, tu avais publié notamment sur ton blog un article qui s'appelait Ce jeu n'est pas sympa, où justement dedans, je crois que je cite de mémoire, j'ai noté donc c'est pas de mémoire, mais on se passe tout aussi bien de votre avis. Des avis, il y en a partout sur BGG, sur MyLudo, en commentaire. Ce qu'il faudrait, ce sont des points de vue. Est-ce que tu peux développer ça? Qu'est-ce que tu appelles un point de vue? Oui, disons que avec cette formulation qui était aussi provocatrice avec cet article, j'avais envie d'amener quelque chose dans le débat, mais pas pour chercher de l'opposition ou en tout cas du conflit, mais ce que j'appelais le point de vue, c'était surtout donner son émotion, de dire j'ai aimé, ça j'aime pas trop, je suis pas trop du style des Eurogames, etc. Et de s'arrêter, on va dire, à ça. Et c'est très bien que ça existe, mais dans une démarche de critique, comme je l'entends dans l'article, qui cherche à aller plus loin dans son commentaire sur l'œuvre, c'est pour ça que je parlais de point de vue. Donc c'est cette idée de prendre un parti pris aussi quand on s'engage sur quand on analyse le jeu, et de le faire au travers d'outils critiques, on va dire, d'une réflexion, d'une posture aussi, là pour le coup, qu'on peut adopter. Donc je posais pas forcément les deux, mais je disais effectivement, si vous êtes dans une démarche de produire une critique sur un jeu, saupoudrer cette démarche-là en disant, alors moi je vais vous dire que ce jeu, je l'ai pas du tout aimé. Oui, je m'en passe en fait. J'en ai pas besoin, moi en tant qu'auditeur ou lecteur. C'est pas une information qui me fait avancer dans mon regard, dans ma recherche d'analyse du jeu en fait. Mais après, c'est là où je dis pour compléter que c'est pas quelque chose qu'il faut minimiser aussi. C'est que souvent on part de son ressenti
Et moi le premier, hein, quand j'ai écrit sur Sketch-Do ou sur Speedback, je pars aussi de mon expérience de jeu, de mon ressenti, mais c'est pas l'argument, en fait. C'est pas parce que je n'ai pas aimé que c'est un argument. Donc c'est un petit peu ça mon point de vue. Et juste pour rester un peu sur ce sujet, on voit que souvent les vidéos, les écrits qui sont, on va dire, un peu plus travaillés, un peu plus recherchés, voire un peu plus critiques, et même on peut étendre ça aux interviews qui essayent d'approfondir le sujet, sont très peu vus, très peu recherchés, et du coup, est-ce que ça a quand même une valeur ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir une valeur, en fait? Parce que là, je pourrais renvoyer une question, mais est-ce que la valeur est déterminée par le nombre de vues? En gros, est-ce que ça sert à quelque chose? Ah, d'accord. Mais du coup, selon la métrique du nombre de vues, en fait, c'est ça? Alors, oui. Ça me semble complexe quand même, parce qu'on peut se dire que si c'est pas recherché, si c'est pas désiré par les consommateurs de contenu en ligne, du coup, ça n'a pas de valeur. Je suis pas sûr de cette équation. Personnellement, ça, c'est aussi peut-être que le jeu, la pratique qu'on a de parler du jeu, de l'analyser, de le penser, justement, un état du jeu dont je parle, n'est pas encore installé dans le paysage culturel. Et le médium n'est pas accompagné de ce volet-là critique, en tout cas comme il pourrait l'être. Donc oui, ça n'existe pas plus que ça, mais parce que en fait, culturellement, on l'a pas construit aussi comme ça. Donc moi, je le verrais plus comme ça, comme une contribution aussi à ce développement du médium, ce qu'un festival comme ça le permet, ce que des médias comme les nôtres le font aussi. Donc oui, ça fait pas de vue, mais c'est sûr que oui, regarder une analyse de fond sur un jeu, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher en priorité. Mais pour moi, c'est décorrélé de la valeur intrinsèque de ce que ça produit en fait. Je suis d'accord avec ce que dit Romain, sur le point de vue aussi qu'on est quand même un milieu assez niche, dans le sens où en effet on va pas forcément rechercher directement, tu vois, que ce soit un blog, soit des vidéos sur comment on crée un jeu, sur les gens, en tout cas le grand public, de ce que je vois en travaillant aussi dans le monde du jeu en tant que barman ludique. Les gens vont pas plus loin, en tout cas dans le grand public, hein, je parle pas des gens qui adorent les jeux de société et qui sont vraiment très investis. Mais dans le grand public, on va s'arrêter surtout à une expérience de jeu et au fait que on a testé un jeu, le jeu était super, c'est trop bien, on veut y rejouer et on veut tester plein de trucs parce on a bien aimé notre expérience. J'ai l'impression qu'on s'informe un peu moins sur l'arrière d'un jeu et je pense que nos démarches aussi, elles sont là pour ça, pour essayer au maximum de sensibiliser le grand public. Voilà, que c'est pas juste des boîtes, il y a aussi tout un travail derrière. Et si on le fait pas, ils ne le sauront jamais. Donc même si au début ça marche pas, même si c'est pas très mis en avant par l'algorithme, parce que c'est un truc un peu niche forcément, on fait pas des milliards de vues, on fait pas des shorts qui durent 30 secondes, parce qu'on s'étale sur un sujet qui est important. Forcément ça fait moins de vues, forcément c'est moins vu. Mais je pense que le contexte et le thème de ce qu'on fait a une importance, et même si c'est dans des années quand ça explosera et qu'on voudra rechercher ça, on retombera sur des articles qui sont sortis en 2025, 2026. Donc voilà, je pense qu'on fait pas ça pour rien. Je rebondis juste sur ce que tu dis. Quand tu dis ça explosera, enfin peut-être ça n'explosera pas. Enfin c'est pas le destin forcément de ce travail critique d'exploser et justement d'être mainstream. Les gens ne consomment pas ce contenu critique, mais même dans les autres arts en fait. C'est clair. Donc c'est pas son but. C'est un travail de fond qui au niveau collectif de société, ça fait avancer les professionnels qui travaillent dans le jeu. Ça fait avancer la conscience de l'objet aussi. Mais oui, c'est pas l'objet majoritaire de consommation. Mais c'est comme ça. Justement, il y a un désaccord dans le milieu là-dessus. Bruno Feduti, donc auteur de Citadel, entre autres, craint qu'à trop analyser les jeux, on en fige le sens et on gâche la rencontre sensible. Et donc Romain, toi, tu lui as répondu publiquement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se joue dans ce désaccord Mais je lui ai proposé de venir discuter à Cannes. Et je serais ravi de discuter. En fait, j'ai pour moi pas un désaccord profond. En fait, moi, je suis plutôt dans une posture de les choses peuvent coexister.
c'est effectivement, on en parlera peut-être après, hein, une formulation que j'ai faite des états du jeu, où je distinguais un état où on joue, un état où on fait jouer, où on produit les conditions du jeu, et un état où on pense le jeu. Et pour moi, le jeu bénéficie de la simultanéité de ces trois états. On peut circuler de l'un à l'autre. En fait, penser le jeu ne retire rien du plaisir. En fait, c'est pour ça que la position de Bruno, je suis pas tout à fait sûr de la comprendre. J'aurais besoin qu'il la développe. L'article en question qu'il a publié, enfin il en a fait quelques-uns, mais celui auquel je pense pourrait être plus développé. Je trouve il me manque quelques arguments, et puis mais je ne comprends pas en fait la posture, on va dire, défensive à l'endroit de la critique. Je la comprends pas personnellement parce qu'elle n'exclut rien de l'expérience de jeu en fait. Et c'est important de pouvoir que les deux puissent coexister. Il y a aussi un plaisir qu'on peut trouver dans l'analyse du jeu. Après, voilà, le débat est ouvert, bien sûr, mais quelque part, je suis plutôt dans une logique de rendre les choses possibles. Pourquoi se dire ah non, le jeu, il faut surtout pas le penser, ça va détruire ce qu'on est en train de vivre. Un jeu, c'est pas politique, etc. Je n'en sais pas, en fait. Ça dépend. Ce sont des lectures, tout ça là. Du coup, jusqu'ici, on a un peu parlé du jeu comme d'un produit ou d'un moment vécu. Mais aussi on peut en parler comme un objet d'histoire, d'où il vient, ce qu'il a traversé, comme d'un objet philosophique, ce qu'il dit du monde, du pouvoir, du hasard, comme d'une métaphore même. Pourquoi ces manières de parler des jeux sont-elles si rares finalement chez nous et chez les médias ludiques en général, alors qu'elles sont, j'ai l'impression, plus la norme pour le cinéma, la littérature ou la musique? Il y a un grand débat là-dessus sur l'avènement du jeu de société dans la culture. Je pense qu'il y a ce point de vue-là, où à partir du moment où le jeu de société, aux yeux du grand public, sera vu comme un objet de culture, où on aura mis l'étiquette, comme on l'a fait pour le cinéma, comme on l'a fait pour l'art, comme on l'a fait pour tout un tas de choses qu'on a dans le quotidien. On aura beaucoup plus, je pense, cette vision et ce ressenti des gens, parce que pour l'instant, on le prend plus comme un objet, une boîte, tu vois, où on va pas chercher plus loin. C'est des moments familiaux, c'est des moments amicaux, et on va pas chercher justement ce point de vue un peu philosophique, un peu historique. C'est vrai qu'il y a plein de jeux qui parlent de l'histoire. Et où on va juste se dire bon bah c'est un jeu expert et c'était génial et on va pas chercher plus loin, et je pense que ça fait partie de la société actuelle, tu vois, de ce mood un petit peu où pour l'instant le jeu de société est encore catégorisé comme quelque chose de malheureusement pas culturel, et qui ne rentre pas dans la case auprès du grand public, là où beaucoup d'acteurs que j'ai pu rencontrer défendent ce truc là, de vraiment de faire en sorte que le jeu rentre enfin dans cette case là et qu'elle soit représentée en tant que telle. Et c'est en marche, mais je pense que pour l'instant, tant que ce ne sera pas le cas, le grand public aura du mal justement à aller plus loin que juste voir une boîte. Justement, toi, tu racontes l'humain derrière un jeu, Thomas. C'est déjà une manière en fait narrative de raconter le jeu. Mais est-ce qu'il t'arrive de vouloir aller vers l'analyse, et qu'est-ce qui t'en retient en fait? Qu'est-ce qui m'en retient? Je sais pas. Potentiellement la légitimité. Je dirais. En fait, je vois pas pourquoi. Ce serait quelque chose que j'aurais très envie de faire, de l'analyse de jeu. Mais en fait, il y a tellement d'acteurs. Tu vois, derrière une boîte, il y a tellement de gens, il y a tellement de personnes qui travaillent, ne serait-ce que pour faire un jeu. Je pense aux gens qui sont là, que ce soit petites maisons d'édition comme Subverty, Blue Cocker, ou même des petits auteurs tels que Jules ou Alexandre. Enfin bref, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont hyper intéressants. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit très peu sur le milieu du média ludique. Des analyses, on peut en trouver au moins 6-7 sur un jeu qui a beaucoup marché. Des gens qui vont vous conseiller du Flip 7 et du Skyjo et tout un tas de jeux, et des gens qui vont vous conseiller des gros jeux à la SETI, à la Terraforming Mars.
et qui vont vous analyser ça bout par bout, que ce soit l'histoire ou l'expérience de jeu. Et je trouve ça bien, parce qu'il en faut, mais je trouve que c'est vraiment tout ce qu'on voit, en fait. On voit plus du tout, on voit beaucoup de personnes qui analysent, qui vous disent il faut absolument acheter ça parce que c'est trop bien. Moi, je vois pas l'intérêt. Je préfère vraiment interviewer des gens qui parlent de leur travail, qui parlent de leur métier, qui parlent de leurs ressentis, ce qu'ils ont mis dedans, notamment avec Jules que j'avais pu recevoir. C'était vraiment hyper intéressant. Il nous parle de tout ce qu'il met dans ses jeux, parce que pour lui, ces jeux, c'est pas juste un jeu, c'est toute une émotion qu'il va chercher et qu'il veut transmettre au public. Et ça, si on interviewe pas ces gens, on le sait pas. Et je trouve ça vraiment dommage. Et je trouve ça hyper important. Donc, ça peut arriver. J'ai envie d'aller dans ce point de vue-là et de me dire, allez, je vais analyser aussi des jeux. Est-ce que pour l'instant j'ai envie? Je crois pas, parce qu'on voit que ça et ça me donne envie de me détacher un peu de ces formats-là. Voilà, pour l'instant, j'aimerais vraiment rester dans ce humain face à humain et de parler d'un monde qui nous passionne. Voilà. Toi, Romain, tu as une thèse forte sur la temporalité. Tu écris que l'actualité de la critique devrait être conceptuelle et pas chronologique. On peut écrire aujourd'hui sur la belote ou sur un jeu de 95 ou toi-même, hein, tu as parlé de jeux plus anciens. À l'heure actuelle où c'est le capitalisme de l'attention qui domine, où il y a énormément de nouveautés qui sortent et on voit certains médias sont quasiment ont industrialisé la production de contenu. Comment vous arrivez à vous placer dans ça, dans ce monde des médias et comment vous envisagez la suite? À quel point cette dominance pourrait finalement nous empêcher de réfléchir le jeu ou d'en parler autrement que sous l'angle de la consommation finalement, qui est l'angle qui domine actuellement. Alors moi je pense que déjà je ne dirais pas la critique devrait. Je retirerai cette formulation-là parce que je veux pas être du tout prescripteur des pratiques d'autrui. Moi je l'applique à moi-même. Et cette thèse-là, on va dire, n'est pas non plus de moi. Elle m'a été enseignée par un critique de cinéma qui s'appelle Jean-Baptiste Thorey, qui l'appliquait justement à la critique de cinéma, le nez collé à l'actualité des sorties. Et c'est une idée qui m'a beaucoup inspiré parce qu'effectivement, l'actualité infernale des sorties de jeux nous happe en permanence en avant sur il faut parler de ce jeu. Si tu parles pas de ce jeu, voilà, t'es plus dans le coup, etc. Ensuite, moi, je dirais qu'il y a une problématique quand même, c'est que quand on a un média comme c'est peut-être plus ton cas ou d'autres cas de personnes qui sont ici, qui cherchent aussi à coller à cette sortie, en fait, qui a besoin quand même d'une visibilité sur l'espace médiatique. Se couper complètement de l'actualité, c'est aussi se tirer une balle dans le pied. Donc, ce serait pas forcément une préconisation que j'aurais de dire arrêtez de parler de l'actualité. C'est pour ça que tu vois, je nuance un petit peu. En fait, c'est plus largement cette idée de pouvoir faire exister aussi des discours sur le jeu qui soient pas systématiquement collés à l'actualité. Des jeux sur lesquels on a 10 ans de recul, on peut le penser, on peut le voir comment il a eu une prise avec la société, etc. Ça m'intéresse en fait. Et donc c'est là où je me distingue parce que moi j'ai peut-être pas cet impératif d'un média, on va dire. J'avance sur mon chemin et donc si ça fait pas de vues pour le moment, ça m'est égal. On avance un petit peu, évidemment, ça fait toujours plaisir. Mais moi, je recherche pas à parler absolument de cette actualité. Je pense que c'est intéressant de pouvoir prendre du recul et quelque part de partager aussi au public cette prise de recul en disant, ok, je vous ressors un jeu. Ça fait 10 ans, on n'entend plus parler du tout. Je vais vous l'analyser et peut-être faire des ponts avec les jeux d'aujourd'hui. C'est jamais exclu, quoi. Mais ça peut faire du bien de sortir aussi la tête du guidon, de lever la tête du guidon par rapport à cette marche forcée en fait de l'actualité marchande. C'est un petit peu ça. Après c'est une question plus large de société aussi sur laquelle il faudrait réfléchir en tant que média ludique, de se dire oh là là
j'ai reçu 40 jeux cette semaine. Je dois faire une chronique là-dessus, et c'est pareil la semaine prochaine. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous arrivez à suivre? Donc, pour y avoir une réflexion sur sa propre pratique en regard de cette cadence infernale. Voilà, une réflexion pour nuancer. Je réfléchis parce que pour moi, il y a une genre de balance sur cette histoire de surconsommation. On en parlait la dernière fois quand on avait bu un café tous les deux, notamment sur par exemple les relocalisations de jeux. Est-ce que en fait une usine, tu vois, en France, c'est bien, c'est pas bien? Pour moi, cette histoire de surconsommation, c'est un peu la même balance. C'est-à-dire que on parle d'une surconsommation qui est terrible, que ce soit pour le nombre de boîtes vendues chaque année, pour l'écologie, pour tout ce qu'il y a autour de ça. Et d'un côté, cette surconsommation, on l'avait à un moment donné sur notamment le secteur du livre. Qui maintenant est en train malheureusement de décliner. On le voit avec beaucoup de librairies qui sont en redressement judiciaire dans l'actualité récente, notamment grâce à cause entre guillemets de la seconde main, de la revente de livres d'occasion qui pour le coup lui explose. On a réussi à un peu inverser cette tendance parce que le nombre de livres qui sortent chaque année, si vous regardez aussi, c'est en termes de culture, c'est énorme. Pour moi, les jeux de société, c'est en train de rentrer dans la même catégorie. C'est-à-dire que on a énormément de jeux de société qui sortent chaque année. Ça fait énormément de surconsommation. On aimerait pousser les gens, par exemple, à se revendre des jeux, à pouvoir faire un peu du upcycling, etc. Est-ce que en partant trop là-dedans et en faisant entre guillemets la même erreur que le monde du livre, est-ce qu'on va pas partir dans quelque chose où on va avoir des petites maisons d'édition qui essayent de s'en sortir et qui vont du coup potentiellement avoir du mal à redresser la barre en forçant les gens et en stigmatisant les gens en leur disant il faut absolument faire attention à votre consommation de jeux et ne pas acheter de nouveautés, ne pas acheter. Je pense que en fait il faudrait plus énoncer un fait, tu vois, et dire bon ben voilà, la surconsommation elle est énorme, voilà les chiffres. On vous dit pas d'arrêter complètement et de faire absolument que de la seconde main. Parce que notamment Ocaseo explose aussi dans notre secteur et que c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi penser qu'il y a 2 poids 2 mesures dans le monde du jeu, notamment ce point de vue-là. Est-ce que dans 10 ans on n'aura pas la même réaction que le monde du livre actuel, c'est-à-dire les maisons d'édition des petites maisons d'édition qui essaient de s'en sortir et qui ont du mal parce que les joueurs se revendent les jeux entre eux. Et du coup doivent être en redressement judiciaire. Ça reste un débat ouvert, si jamais, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, pour moi c'est quelque chose où il faut pas aller dans l'extrême, dire attention, mais ne pas, je sais pas trop comment expliquer, mais forcer les gens à dire ne le faites pas, c'est mauvais d'acheter un jeu. Oui, d'être moraliste. De quoi, pardon ? D'être moraliste. Exactement. Envers. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui prennent un peu cette position de quelqu'un qui achète un jeu et de lui dire c'est pas bien parce que ça surconsomme. Si la personne a acheté 2 jeux dans l'année, ça va. En fait, je pense qu'il y a 2 types de joueurs. Je sais pas ce que t'en penses, Romain, mais. Je peux rebondir dessus. Oui. En fait, moi je distinguerais surproduction et surconsommation. Surconsommation, c'est une démarche citoyenne, on va dire. C'est voilà, je vais acheter. Donc ça, les citoyens peuvent se responsabiliser là-dessus et effectivement consommer avec sobriété les jeux, on peut dire. De l'autre côté, la surproduction, c'est quelque chose d'assez complexe parce qu'on pourrait se dire oui, il y a trop de jeux qui sortent, ok, mais l'évolution de ce marché, sa croissance, la désirabilité aussi qu'il produit, son exposition qui grandit, ça fait que de plus en plus de gens ont envie aussi de faire des jeux. Des auteurs, des autrices, des éditeurs ont envie de produire des jeux. Et donc, à un moment, qui dira « Ah, toi, tu peux sortir un jeu, mais toi, non, désolé, on a atteint le numerus clausus, tu t'arrêtes. » C'est impossible, en fait. Donc, il y a une sorte de corrélation un petit peu mécanique comme ça. Le jeu gagne en notoriété. Mécaniquement, plus d'auteurs, d'autrices, d'éditeurs veulent sortir des jeux. Des gens veulent aussi gagner leur vie en sortant des jeux.
Donc le marché sature, l'offre, enfin, et en face, là, on est sur sur une sobriété, on va dire, de la consommation du citoyen. Donc forcément, ça coince, et donc ça fait des dégâts. Ça fait que des éditeurs et des auteurs ne peuvent pas vivre de leur métier. Hein. Tu sors 3-4 jours, tu ne te payes toujours pas de salaire. Donc ça, c'est la réalité. Et ce qui peut se passer, c'est qu'à terme, eh bien en fait, cette réalité-là va stabiliser les choses, va faire que des personnes vont sortir du marché, des producteurs de jeux vont sortir du marché, peut-être que de nouvelles formes de jeux vont exister, peut-être qu'on va se dire, ah ben oui, en fait non, ça fait 10 ans qu'on essaye de faire des jeux de société, on ne peut pas organiser sa vie, il y en a trop, explorons autre chose, et donc ce sera les formes du jeu de demain. Donc voilà, c'est ce que je distinguerais entre surproduction, surconsommation, il y a des responsabilités dans les deux parties, des acheteurs et des producteurs, mais difficile de réguler cette surproduction en tout cas. Oui, ce qui nous amène d'ailleurs, puisque c'est une question de responsabilité aussi en tant que média, quand on parle d'un jeu, est-ce qu'on on fait la promotion en fait du jeu d'une manière, voilà, donc peut-être qu'on inconsciemment ou involontairement, on pousse aussi à l'acte d'achat par moment. Ce qui nous amène on a parlé de comment on parle d'un jeu. Peut-être on pourrait finir par pour qui et à quoi ça sert. Quand vous faites justement des textes ou des vidéos, est-ce que c'est quelque chose que vous vous posez comme question? Pour qui? Pour quelle audience? Et bon, à quoi ça sert? On y a un peu répondu, mais c'est toujours, je pense, une question qu'on se pose. Enfin, en tout cas, pour ma part, quand j'invite quelqu'un, c'est une invitation réfléchie. J'invite pas quelqu'un du monde du jeu parce que telle personne est connue, parce que ça va marcher, parce que ça va buzzer. Je pense qu'on n'est pas, enfin que en tout cas beaucoup de médias ludiques sont comme ça. On cherche pas, de toute façon on l'a dit, on fait pas tant de vues que ça sur ce qu'on analyse, etc. Donc oui, c'est réfléchi. Et pour qui la plupart du temps c'est pour le grand public. L'idée c'est vraiment de pouvoir sensibiliser en fait une majeure partie des gens qui ne connaîtraient potentiellement pas. Et puis aussi des joueurs expérimentés qui s'intéressent. Voilà, ça c'est je pense les deux catégories de personnes que je peux retrouver en tout cas sur ma chaîne YouTube et sur les gens qui me suivent. C'est soit des gens du grand public qui n'y connaissent absolument rien et qui veulent se renseigner parce que tel sujet les intéresse. Par exemple, on a parlé de première vidéo, on avait parlé de Blood on the Clock Tower avec Cathy. C'est une vidéo qui en première entrée a beaucoup marché parce que Cathy connaît beaucoup de gens, mais des gens qui n'y connaissent rien à Blood on the Clock Tower n'ont absolument rien compris et ont préféré regarder une vidéo avec l'alchimie sur comment ça fonctionne un festival de jeux. Donc voilà, c'est aussi un certain on va regarder par exemple une vidéo sur l'alchimie parce qu'on y va et que ça nous intéresse d'avoir des infos, de savoir comment ça fonctionne, de savoir qui sont les gens qui organisent ça, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font. Et donc, le public, c'est vrai, le grand public. Voilà. Je pense que ton format fait partie des formats les plus accessibles aussi. La conversation, la discussion un petit peu spontanée, c'est très, très, très accessible au grand public qui débarquerait là et qui entendrait cet échange. Pour ma part, évidemment, j'aimerais m'adresser à toute personne qui s'intéresse au jeu, mais je suis assez conscient quand même que la forme aussi entraîne forcément un certain public. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis passé sur YouTube. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aussi un peu plus vulgariser, être un poil plus accessible, parce que pour le coup, je suis pas naïf. Mes articles peuvent être des fois longs, faire 3000 mots. En plus, j'ai une langue que j'aime bien travailler, donc ça fait des pâtés. Oui, t'as pas envie forcément de te taper un article comme ça, donc la portée est beaucoup plus réduite. Une chaîne, une vidéo a déjà un petit peu plus de chance, mais ça reste quand même des sujets de niche. En tout cas, pour ma part, l'analyse formelle, etc. Oui, bon, j'aimerais que ça parle à tout le monde. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail aussi sur moi et sur mon approche. En fait, c'est une question permanente de qu'est-ce que ça veut dire rendre accessible l'information. Comment tu travailles ta mise en forme. Qu'est-ce que ça veut dire faire la pédagogie de la critique ludique.
Donc j'ai pas résolu cette question. J'ai encore conscience d'être des fois un peu obscur. Des fois, j'aime bien parler de concepts et être au niveau gazeux. Donc j'en ai tout à fait confiance. Conscience. C'est pour ça que j'avais dit, je disais que ce niveau-là gazeux, ce troisième état du jeu, il est invisible, il est un petit peu abstrait, il est matériel. On a du mal à s'en saisir. Et oui, donc j'aimerais quand même pouvoir le rendre un petit peu plus palpable. C'est un travail de fond, donc je pense que nos échanges et voir le travail des uns et des autres participent de se dire ah oui, bon là j'ai été un petit peu confus, ok, on fera mieux la prochaine fois, avançons comme ça quoi. Et je confirme, puisque tu as fait une vidéo que j'ai adorée, où c'est un plan fixe de toi qui nous regarde sans cligner des yeux, et j'ai trouvé, au-delà du fait que c'est culotté sur YouTube, mais très original parce que ton propos, du coup, nous oblige aussi à se plonger dedans. Enfin, moi, j'ai joué le jeu, j'ai pas tenu jusqu'au bout, mais mais voilà. Donc oui, il y a aussi une forme de recherche, et ce qui m'amènera peut-être à la conclusion, parce que on est limité dans le temps. Si vous n'existiez pas, qu'est-ce qui manquerait dans le paysage ludique selon vous? Question piège. Je pense qu'il manquerait rien. En fait, il y a déjà plein de choses qui se passent. Je prétends pas être indispensable. Je dirais peut-être un espace pour ma part de vulgarisation d'une pensée sur le jeu qui ne soit pas de la prescription, c'est-à-dire je vous recommande, je donne mon avis, et encore une fois, qui a tout à fait sa place. Le public a besoin de ça, pour se retrouver dans la jungle, d'avoir quelqu'un qui dit ça c'est top, vas-y, ça te parle, ça c'est moins bien, j'y vais pas, et voilà, de faire confiance à des prescripteurs. Donc c'est super. Moi, peut-être oui c'est ça, c'est un espace où on me prend par la main pour m'amener d'un endroit où pour moi le jeu c'est un divertissement, à un endroit où le jeu est un divertissement et un objet qui parle de moi en fait. Et je termine par une citation que je lisais, j'ai découverte ce matin et que je trouve qui pourrait être paraphrasée en parlant du jeu. C'est une citation de Paul Ricoeur, du philosophe, qui disait « Le détour par les œuvres est le chemin le plus court vers soi-même ». Et je trouve qu'on pourrait le dire aussi du jeu, le détour par les jeux est le chemin le plus court vers soi-même. Et donc je pense que cette vulgarisation peut permettre ça, de se dire « Bah oui, à travers un jeu, vous pouvez vous découvrir vous-même. Prenez ce risque-là ». Donc ça, ce serait un petit peu chouette. Donc pour ça que ce festival-là a tout son sens pour moi. Ouais, pareil. Je pense pas être essentiel au monde ludique et aux médias, même si ce qu'on fait est important. Il faut pas, se sous-estimer parce que on fait ça pour une bonne raison. Mais en effet, il y a tellement de choses qui existent sur la toile, purée, j'ai 40 ans, sur le web, que en fait on pourrait disparaître. Je pense que c'est pas un souci. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que tu disais un petit peu juste avant. Un jour, je me suis dit, qu'est-ce que ce serait si on remontait un peu dans le temps, à l'époque où tout le monde de l'influence n'existait pas. Parce que maintenant, en fait, ça fait beaucoup partie du métier aussi. Dans n'importe quel métier, il faut absolument avoir un compte Instagram, il faut absolument avoir des réseaux, quelque chose qui n'existait pas à une certaine époque. Et je trouve que ça manque un peu. C'est-à-dire de rentrer dans une boutique de jeux et de dire ça en fait je l'ai déjà vu parce que j'ai scrollé ce matin et je suis tombé sur une vidéo de telle personne ou de tel éditeur qui parle de ce jeu et vu qu'il m'en a parlé, je crois que j'ai envie de l'acheter. Est-ce que j'ai vraiment envie de l'acheter? Ou est-ce que c'est pas en voyant la vidéo que mon cerveau s'est dit ah yes, encore un jeu, si la personne a dit que c'était bien, c'est forcément bien. En fait, je trouve ça dommage qu'on n'ait plus ce sentiment un peu spontané, tu vois, de voir une boîte et de dire waouh, cette boîte, elle est trop belle, elle m'inspire, je vais regarder, je vais le tester. Est-ce que j'ai envie de l'acheter? En fait, on repart un peu sur cette histoire de consommation, tu vois, où on n'est plus du tout sur un système où on achète en âme et conscience. On achète parce qu'on s'est potentiellement fait influencer avant. Et je trouve ça dommage de plus, moi le premier, ne plus réussir à rentrer par exemple dans une boutique et de dire tiens, ça je l'ai pas vu, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas ce jeu. Et des fois même de passer devant des super jeux parce que vu que je les ai pas vus, du coup mon cerveau n'a pas envie d'être attiré par cette boîte et passer potentiellement sur un jeu qui est un très bon jeu. Oui,
Et oui, d'ailleurs, je conclurai sur l'époque des vidéoclubs où il y avait cet esprit-là. Tu rentrais dans le vidéoclub, ça nous rajeunit pas évidemment, mais tu te laissais porter par une jaquette, par un titre, par quelque chose, sans vraiment savoir de quoi aller parler. Et surtout, on n'avait pas peur de se tromper. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut absolument que tout soit efficace. Et il faut absolument pas jouer un jeu où on passerait un mauvais moment, alors que se tromper, découvrir qu'on n'aime pas quelque chose, ça fait partie de la culture. C'est aussi, comme tu disais, se découvrir, etc. Merci Thomas et Romain. Et puis on se retrouve au cours de la journée pour d'autres moments d'échange. Si cette discussion t'a plu et que tu souhaites approfondir un peu plus le sujet, je t'invite à aller voir Romain, justement, sur sa chaîne Le Miroir des Jeux, avec sa vidéo « Comment se comprendre quand on parle de jeux ».